Dans l'entrée, son regard s'attarda sur l'énorme map-monde où étaient tracées les frontières désormais caduques de l'Empire français. Le monde est minuscule, se dit-il. Alors, d'un pas décidé, il franchit la première marche de l'escalier d'honneur et il faillit glisser. Bonsoir à vous et bienvenue pour cette nouvelle bibliothèque vagabonde installée au cœur du musée des Beaux-Arts de Rennes avec notre invité Éric Vuillard, prix Goncourt 2017 pour l'Ordre du Jour et longtemps rennais. Bonsoir à vous, merci de votre présence. Nous sommes devant des tableaux représentant des militaires et c'est justement de guerre dont il est question dans votre dernier livre, une sortie honorable publiée chez Actes Sud, La guerre d'Indochine. Pourquoi cette guerre vous a-t-elle inspiré ? En réalité, je décrète jamais a priori que tel ou tel sujet m'intéresse. Puis un beau jour, soit à travers la lecture, soit des images, un film, quelque chose vient troubler en fait l'idée que je me faisais, que j'avais, d'un événement. Et là, c'est un petit guide de voyage au Tonkin de 1923 qu'on m'a offert. Et en feuilletant ce petit guide, je suis tombé sur ce qu'il y a dans tous les guides de voyage, c'est-à-dire un lexique qui permet de connaître quelques mots de vietnamien. On s'adressait à un pouce-pouce pour lui dire « relève ta capote, baisse ta capote » à la plantation, au commissariat, à la banque. C'est comme s'il y avait un point d'exclamation derrière chacun des mots. Et en somme, il s'y déployait ce qu'on peut appeler, je crois, une grammaire de la servitude. Et c'est au fond à partir de ce petit guide que j'ai eu le sentiment qu'il était possible de relire, de revoir la colonisation en quelque sorte à nouveau frais, donc là en l'occurrence celle du Vietnam. Et on trouve dans votre plume à la fois des traits à la Daumier, qui caricature certains traits physiques, par exemple, mais aussi à la Balzac, dans la comédie humaine. En quoi tous ces détails sont importants ? Je crois qu'au fond, ce que fait la littérature, disons, depuis 2 siècles, depuis l'épanouissement qu'elle a connu après la Révolution française, c'est en partie d'essayer de nous dessiller, de lever le rideau sur les tabous de la vie sociale. Balzac est, je pense, le premier massif littéraire, au fond, de cette ère-là. Et on voit bien, il recourt, lui, précisément, à ces moyens dont vous parlez, c'est-à-dire ce que vous appelez la caricature, le fait d'aggraver certains traits. En réalité, d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit de caricature ou est-ce qu'au fond, la réalité n'est pas toujours au-delà ? Lorsque je parle du général Navarre, lorsque j'évoque les militaires pendant la guerre d'Indochine, d'une certaine façon, en dépit de l'acidité de mes traits, je dois être en deçà de la réalité. Vous voyez, je pense être modéré, en fin de compte. Le terme de sortie honorable que vous avez choisi pour le titre de ce récit est très caractéristique, également de cette hypocrisie de cette société que vous brossez. Oui, tout à fait. C'est en fait une expression que j'ai tirée hors de l'eau, en quelque sorte, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui un élément de langage. Ce sont des expressions qui visent à dissimuler des contradictions irréductibles. Et la contradiction, c'est que... au fond, les hommes politiques souhaiteraient s'en aller d'Indochine, mais s'en aller sans en donner l'impression. Vouloir en quelque sorte reconquérir le Vietnam pour le quitter, vouloir en quelque sorte continuer la guerre pour finalement le rendre indépendant, on voit que tout ça est antinomique, vous voyez, et donc impossible. Et je crois que d'une certaine façon, la colonisation nous condamne systématiquement à la recherche vaine d'une sortie honorable. Dans quelle mesure c'est encore tout à fait d'actualité ? Il se trouve que quand j'ai terminé le livre, au même moment, c'était la chute de Kaboul. Et donc je me souviens qu'à ce moment-là, tous les médias, au fond, ont parlé de la chute de Saïgon. Ça a eu un écho immédiat. Ce passé nous est revenu, puisque des scènes rappelaient tout à fait ça, c'est-à-dire des scènes où on voyait des gens s'accrocher aux ailes d'un avion. Vous voyez, c'est exactement la même scène. Dans la mesure où, tout simplement, l'extension de notre puissance dans le monde fait qu'à un moment ou à un autre, vous voyez, les peuples ne s'accoutument jamais au fond d'être assujettis. Il y a un moment où le regroupement de leurs forces, sous des formes plus ou moins aimables, mais mettent dehors les puissances occidentales. Et dans ce cas-là, la sortie ne peut pas être honorable. On entend bien que le mot honorable, en fin de compte, cache quelque chose, dissimule. C'est le mot faux de l'expression. C'est le mot sortie, le seul mot vrai. C'est ce qu'on cherche. À sortir. Merci beaucoup. Alors on quitte un instant le passé pour entrevoir l'avenir après la publication du dernier rapport du GIEC avec un tiroir des jeunes lecteurs spécial environnement. Et ce premier titre essentiel, 10 idées reçues sur le climat, paru chez Glénat Jeunesse, est signé Myriam Daman, Charlotte Fleur Christofari, avec les illustrations de la Bretonne Maureen Poignonnec, qui a fait sur le livre un travail exceptionnel de pédagogie. C'est plein d'humour, d'impertinence, très documenté, bref, c'est à mettre entre toutes les mains. Un pays grand comme le monde, voilà un petit album publié chez Actes Sud Junior, illustré par le breton Ronan Badel, avec les textes de François Morel.
Beaucoup d'ironie dans cette histoire. Constatant que le climat se détraque, les enfants ont décidé de reprendre les choses en main alors que leurs aînés n'ont rien fait et ça décoiffe. Et enfin, l'écologie en version polar pour les ados aux éditions Milan dans cette série de Thierry Colombier, intitulée Polar Vert, qui se déroule en Bretagne. Le premier tome mettait en scène le scandale écologique des algues vertes. Le second, qui vient juste de sortir, Anguille sous roche, s'intéresse au trafic de civelles, une série littéraire pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité, c'est à lire à partir de 14 ans. Éric Vuillard, quelle place tenait la lecture dans votre jeunesse ? Certains livres m'attiraient par leur titre, je me souviens, qui me semblaient à la fois brûlants et énigmatiques. Je me souviens des livres de Mauriac, alors j'y pense d'autant plus qu'il a beaucoup écrit, il a été très présent pendant la guerre d'Indochine, oui, avec son magnifique bloc-notes, et un titre comme Le baiser au lépreux, par exemple, me paraissait à la fois brûlant et comme s'il y avait une vérité dissimulée derrière, vous voyez, au cœur des braises, au cœur des mots, le nœud de vipère, enfin, voilà. Donc je me souviens de ces deux livres de Mauriac, par exemple. Poursuivons les confidences, je vous invite à attraper le grimoire qui se trouve ici, à l'intérieur duquel vous allez trouver quelques petites questions subsidiaires. Histoire ou fiction ? Alors, vous avez notamment dans votre formation fait des études d'histoire. Quelle est la place entre les documents que vous compulsez, cette histoire, et la fiction que vous ajoutez ? D'ailleurs, vous appelez ce livre un récit et non pas un roman. Oui, tout à fait. C'est qu'au fond, il me semble qu'on a une tendance à lire l'histoire littéraire, à considérer la littérature comme relevant de la fiction. Mais pour moi, ça ne va pas du tout de soi. Je n'ai pas du tout, j'évoquais Mauriac, par exemple Thérèse d'Esquerroux, je ne suis pas très sûr qu'il s'agisse d'une fiction, puisqu'il s'appuie, au fond, Mauriac, on le sait, sur un fait divers, l'affaire Banaby, je crois, sur laquelle il s'est renseigné et qui irrigue tout le livre. On n'a jamais reproché à Flaubert d'avoir inventé une bourgeoisie qui n'existerait pas. Ce qu'on lui a reproché, c'est de dire des choses qui ne se disent pas en public. On l'a attaqué pour indécence. Et l'indécence, c'est montrer des choses qu'on devrait dissimuler. Et donc, en réalité, je crois que ce que fait la littérature, c'est au contraire lever le rideau, enfin nous montrer la réalité, essayer en tout cas de nous la rendre en partie tangible et sensible. Et intelligible. Je vous invite à saisir le second papier. Rituel. Un rituel d'écriture. Vous avez plusieurs livres en cours en même temps. Celui-ci a pris une dizaine d'années. Oui, c'est ça. J'ai toujours plusieurs livres parce que, comme tout le monde, pour n'importe quelle activité, il y a des moments où je cale, où je m'ensable, où je ne trouve pas de solution. Ça ne fonctionne pas, ce que je relis ne me convient pas, donc j'arrête. Et dans ce cas, comme on a toujours des choses entamées, je me remets à autre chose. C'est comme ça que je travaille. Et pour une sortie honorable, j'ai mis 12 ans à l'écrire, en m'arrêtant, en terminant d'autres livres entre-temps, évidemment. Et certains autres livres m'ont servi, d'une certaine façon, à achever petit à petit celui-ci. Alors c'est le moment maintenant d'ouvrir le tiroir des libraires. Aujourd'hui, direction la droguerie de Marine, où Mélanie Chenet partage avec nous son coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Les Strates de Pénélope Bagieux, qui est publié aux éditions Gallimard. Donc Pénélope Bagieux, on la connaît notamment pour sa série Les Culottés, qui rend hommage aux grandes femmes célèbres qu'elle admire. Cette fois, c'est à sa propre enfance et jeunesse qu'elle s'attaque, puisque c'est une bande dessinée autobiographique dans laquelle elle va raconter de façon non chronologique des moments en fait, qui ont marqué sa vie de jeune femme. Donc c'est très drôle et en même temps, on est très ému. Il y a des tons très très différents, c'est très sensible, très pudique. Et la forme est très très belle également, puisqu'elle va avoir un trait noir et blanc, très classe, très vivant. Et l'objet lui-même, en fait, est comme un carnet de Moleskine avec un petit élastique autour qui renvoie aux journaux intimes qu'on avait quand on était adolescent. Poursuivons avec notre rubrique 4e de couverture. Zoom aujourd'hui sur un premier roman d'un Finistérien de cœur, Vincent Canchon. Je m'appelle Vincent Canchon, j'habite Meudon et dès que je le peux, Primel-Trégastel en Plougasnou, dans le Finistère. Je suis aujourd'hui directeur général d'un cabinet de conseil en stratégie et organisation qui s'appelle Square. Mais les grandes passions de ma vie sont la littérature et l'écriture. Ce qu'a tué le vent d'Ouest était le premier manuscrit que j'adressais à des maisons d'édition, qui est, j'en suis très heureux, paru aujourd'hui aux éditions Gallimard dans la collection de l'Arpenteur. Ce livre est le récit d'une hantise, c'est l'histoire de Storvent, figure charismatique du roman, qui est hanté par une décision prise il y a 30 ans, un choix qu'il a fait et qui, à l'époque du roman, revient le hanter comme une erreur, un remords, une faute, qui l'étouffe
et le détruit peu à peu. C'est la raison pour laquelle il invite le narrateur à le rejoindre au manoir de Begarquat, en Bretagne, dans lequel il vit reclus, afin que ce dernier l'aide à conjurer le sort qui l'accable, à chasser cette malédiction dont il se sent à la fois l'auteur et la victime. Je crois que je souhaitais interroger le poids du silence sur nos vies, l'effet du non-dit, ces cadavres que chacun de nous, à des degrés divers, conserve jalousement dans ses placards et qui, tôt ou tard, finissent par devenir les fantômes de nos propres existences. Or, rêveur, Arthur Sorvant l'était. Et son rêve haussait les voiles et les cœurs. Dernier conteur de la lande, il emportait toutes et tous sur le dos d'un idéal façonné à coups de projets conçus au vent, dans l'éclat d'une vague ou l'ambre d'un aïllet, usant sa voix de pasteur sur les rubis du crépuscule, quand les fous eux-mêmes parcouraient de leur aile noircie l'immensité de ces songes pélagiques. Et vous, Éric Vuillard, quel livre fétiche nous avez-vous apporté? Mon livre fétiche, c'est le dernier qui m'intéresse et que je suis en train de lire. Donc c'est un livre d'Edith Sitwell qui est publié au Promeneur. C'était donc une poétesse et essayiste anglaise du XXe siècle. Elle fait des portraits de femmes en fait, de femmes célèbres ou de femmes, des épouses d'hommes célèbres ou des maîtresses ou des sœurs. Et donc ça trace tout d'abord sur plusieurs siècles un certain portrait de la femme anglaise, et donc c'est un livre qui s'appelle Femmes anglaises, et de l'évolution du statut de la femme, enfin. Et évoquant donc la femme de Sheridan, donc, qui était un dramaturge anglais, elle écrit, pourtant dans ses derniers jours, quand elle se mourait, dans une maison blanche à beaux windows, donnant sur des parterres de fraisiers, son amoureux revint à elle avec un peu de son ancienne tendresse. Et ce qui me plaît dans ce passage, ce sont les beaux windows et les parterres de fraisiers. Ce qu'elle nous fait sentir, là, c'est quelque chose du sort de la femme, de son sort marginal, terriblement marginal, au fond, à l'époque, et la façon dont elle s'est débattue pour finir devant des parterres de fraisiers. Ça a quelque chose qui lève la fable, si vous voulez, voilà. On peut penser à un titre de Balzac, vous voyez, Illusion perdue. Merci beaucoup, Éric Vuillard. Je vous invite à le confier au rayonnage de la bibliothèque Vagabonde. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil du côté du tiroir des rendez-vous préparés avec notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. À noter 2 rendez-vous d'envergure durant le week-end pascal. Commençons par le plus ancien, avec la fête du livre de Becherel en Ille-et-Vilaine, 33e édition, à vivre en famille, dans le parc, les places, les jardins, les ruelles et les librairies du village, avec de nombreuses rencontres d'auteurs, d'artistes sur le thème « L'écrire et le dire », et c'est gratuit. Les amateurs de BD pourront se retrouver aussi à Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. Les invités d'honneur de cette 28e édition sont Jean Solé, figure de Fluide Glacial, et son fils Julien. Vous retrouverez aussi notamment Pascal Jousselin, Sylvain Vallée, Jean-Claude Fournier ou Pascal Bresson. Voilà pour ces rendez-vous. Merci beaucoup, Éric Vuillard, de votre présence. Merci également au Musée des Beaux-Arts de Rennes et à l'hôtel Balthazar pour leur accueil. D'ici la prochaine Bibliothèque Vagabonde, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. À présent, les spectateurs d'Iroise retrouvent leur journal local. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un instant, juste le temps d'un générique, pour Supplément d'Art.